Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, donc le podcast numéro 3 ou 4 si je ne me trompe pas, où on va parler encore de programmation de l'entraînement. Pourquoi est-ce qu'on va parler encore de programmation de l'entraînement? Parce que pour l'école où je travaille, donc qui est l'école nationale Maestria Sport, je vais devoir faire une intervention mardi vers 14 heures ou 15 heures, je ne sais plus, 14 heures, d'une heure où je réponds à différentes questions et du coup j'avais envie de m'entraîner un petit peu, de déjà prendre un petit peu la parole sur ce sujet-là pour être un peu plus à l'aise pour mardi et voir un petit peu qu'est-ce qui vient en flot de pensée. Donc j'ai quelques notes devant mon ordinateur et donc je souhaitais partager ça avec vous et au pire ça vous fera du micro-contenu sur Instagram. Donc dans un premier temps, la question à laquelle je devais répondre c'était qu'est-ce que la programmation? Alors pour moi, la programmation de l'entraînement, c'est une organisation de la pensée. D'ailleurs, depuis après avoir fait le mentorat de Kay Swiss, c'est d'ailleurs lui qui dit ça, c'est une organisation de la pensée. C'est la capacité à organiser sa pensée pour appliquer un stress sur le corps et donc créer des adaptations. On a différents outils en fait sur la programmation de l'entraînement. Tout le monde entend parler du volume, de l'intensité, de la fréquence, du tempo, de la densité. Ça peut être même classé sous des méthodes, mais ce qui compte le plus en fait, c'est de toujours vouloir organiser sa pensée et ses différentes méthodes d'une façon à peu près logique pour induire une adaptation et stresser le corps. Okay, le corps, il va toujours réagir sur, comment dire, sur une façon de stress, recovery, donc récupération, et adaptation. Et le but, c'est du coup de pouvoir organiser comment est-ce qu'on va placer le stress sur le corps pour induire du coup une phase de descente en performance, entre guillemets. Normalement, c'est comme ça qu'on appelle, c'est le syndrome général d'adaptation, suivi d'une période de récupération qui nous permet ensuite de surcompenser, donc de s'adapter. Voilà, c'est un modèle qui a été présenté par je sais plus qui, mais ça date depuis un petit moment et c'est quand même avéré. Et en fait, ça marche plus pour à peu près tout ce qui se passe dans notre... le corps est régi comme ça. Si demain je me fais pourchasser par un lion, ça va se passer exactement pareil. Je vais être stressé, je vais avoir un shot de cortisol, d'adrénaline, de dopamine, de tout ce que vous voulez pour pouvoir mobiliser toutes les ressources du corps. Mais après, une fois après que j'ai échappé au lion et que j'ai survécu, je vais avoir besoin d'une période de récupération parce que je vais pouvoir répéter ça tout le temps. Et d'ailleurs, mon corps va s'adapter et sera peut-être plus en capacité à répéter ce genre d'action dans le temps si le stress n'est pas trop dosé. Voilà. Donc la programmation, ça permet aussi de filtrer les informations qu'on va avoir. Sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, il y a des milliards de méthodes. Même moi, je me perds. Et le truc, c'est qu'après, il faut réussir à les organiser d'une façon logique pour pouvoir amener la personne à son objectif. On ne peut pas s'amuser à mettre des méthodes au bol comme ça, sans vraiment comprendre dans quelle direction, dans quelle vision on va. Et le stress doit être quantifié et progressif. On a deux principes, on va dire vraiment immuables. On en a un peu plus, mais il y a vraiment deux principes qu'on ne peut pas bouger. C'est le principe de spécificité et le principe de surcharge progressive. Et la surcharge progressive, c'est en fait assez bête. Il faut simplement faire un peu plus à chaque séance, que ce soit avec moins de repos, que ce soit avec plus de séries, que ce soit avec plus de répétitions, avec une même charge ou avec plus de poids. En tout cas, il faut stresser le corps pour qu'il se force à créer des adaptations, que ce soit au niveau des muscles, des tendons, des articulations, des ligaments, ou aussi au niveau du système nerveux. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas progression. Parce qu'il n'y aura plus, le stress provoqué sur le corps ne sera plus assez important, donc il n'y aura pas d'adaptation créée. Et pour cela, il faut pouvoir stresser le corps, mais de façon efficace et logique et surtout progressif pour pas surpasser les capacités du corps à un instant T. Et donc la programmation, c'est vraiment cet objectif d'organisation de toutes les méthodes et de la pensée et du processus de pensée vers quel objectif on veut aller. Alors pourquoi est-ce qu'on programme? Parce qu'en soi, on n'est pas obligé de programmer. On pourrait donner des exercices au bol, des séances au bol, venir un jour comme ça, puis dire aujourd'hui j'ai envie qu'on fasse du squat, on va faire du squat. Parce qu'on va rester dans des biais cognitifs. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, la mode, c'est l'Aerox, on va vouloir s'entraîner en mode Aerox. Aujourd'hui, on va courir 1000 mètres. Aujourd'hui, on va faire du squat. Aujourd'hui, on va faire des wall balls. Mais peut-être que du coup, on va négliger certains aspects dans la programmation d'entraînement, notamment sur d'autres fibres musculaires, sur d'autres plans de l'espace. Plutôt que d'être toujours, par exemple, on prend l'Aerox ou le powerlifting, on est toujours dans un seul plan. On va soit avancer tout droit pour la course, on va soit faire des squats sur un seul plan. On va jamais aller à droite ou à gauche. Il n'y a jamais ça sur un Aerox, ou très peu, par exemple. Ou même en powerlifting. C'est toujours très cyclique, si on peut dire ça comme activité, c'est peut-être pas le bon mot. C'est toujours très linéaire, comme la course, c'est très cyclique aussi, le vélo, c'est très cyclique aussi. On n'a jamais, comme dans des
sport de changement de direction, des projections sur le côté, dans les plans sagittaux ou dans les plans transverses. On ne va jamais aller chercher un truc à droite ou à gauche. Et ça, ce sont des qualités qui peuvent être utiles et transférables pour avoir un humain qui est à peu près global. Et donc, on programme pour avoir une vision un peu holistique et une approche holistique des développements des qualités physiques, avec des qualités qui vont être plus ou moins hiérarchisées. Donc, on va avoir une hiérarchie. Forcément que pour quelqu'un qui fait un Aerox, parce que je vais parler de ça, savoir faire des farmer carry, savoir faire du sled push, du sled pull, enfin tirer des chariots ou faire des wall balls, les pousser au-dessus de la tête, c'est plus important que de savoir faire un squat à 200 kg. Mais s'il développe sa force maximale à un certain niveau, pas forcément 200 kg en squat, mais admettons il passe de 80 kg à 100 kg, ces wall balls vont être plus faciles parce que ça représentera un pourcentage moins important de sa force maximale. Des wall balls à 6 kg sur un squat à 100 kg, c'est que 6% de la force, contrairement à 80 kg où c'est un peu plus. Ne me demandez pas de faire des calculs, je suis pas bon. Mais voilà, donc c'est mathématique, en fait, il n'y a pas de débat sur ça. C'est juste qu'après, du coup, on programme parce qu'on ne va pas forcément peut-être développer la force maximale en priorité à l'approche d'une compétition Aerox. Et peut-être plutôt qu'on sera sur d'autres qualités physiques. Et c'est comme ça qu'on programme. Donc on programme pour maîtriser les facteurs de l'entraînement, appliquer un stress qui va induire une adaptation. Donc le but de programmer, c'est de pouvoir avoir cette logique dans les méthodes, cette logique dans l'approche de la progressivité et de laisser le corps le temps de s'adapter pour créer du nouveau tissu, des muscles, du tendon. Et donc, surtout, savoir quels facteurs on va bouger. Est-ce qu'on va bouger l'intensité? Est-ce qu'on va bouger le volume? Est-ce qu'on va ajouter plus de séries, plus de répétitions? Est-ce qu'on va faire le même travail, mais en moins de temps de repos, avec un temps de repos plus petit? Est-ce qu'on va ajouter une fréquence? Il y a des milliards de façons de progresser. Et c'est ça, en fait, qui va induire le stress sur le corps. Et c'est comme ça, en fonction de différentes phases. Il y aura des phases où on va jouer un peu plus sur le nombre de séries. Parce que on veut construire peut-être un peu plus de masse musculaire, un peu plus de capacité de travail, donc cette capacité à encaisser un volume d'entraînement important. Pareil pour la course, on est obligé de toujours passer par des moments où on veut développer du tissu, des muscles, parce que ça fait partie de notre soutien, et ensuite passer vers la partie neurologique. On est toujours obligé de faire un peu cette vague entre les deux. Les pratiquants avancés, ils font des allers-retours un peu moins importants, ils vont moins passer de 12 répétitions à 3 répétitions, mais ils vont toujours être dans du 6 répétitions, 5 répétitions dans des phases de volume, et peut-être un peu plus 3, voire même 1 ou 2 répétitions sur des phases un peu plus développement de la force max, système nerveux. Voilà. Donc l'objectif est toujours le même. Pour créer une adaptation, il faut appliquer du temps sous tension, et en fonction du temps sous tension qu'on va appliquer, si il est élevé, donc si par exemple on veut faire passer du temps sous tension sur 1 minute, on aura forcément une intensité basse, et si l'intensité est très haute, on aura forcément un temps sous tension bas. On peut pas, les deux sont des relations qui sont inverses. Donc programmer, c'est amener progressivement une surcharge progressive qui va amener une adaptation sur le corps, qu'elle soit plutôt d'un versant neurologique, donc la capacité du cerveau à venir contracter les muscles, à recruter les fibres, à envoyer un signal électrique pour venir recruter, ou plutôt tissulaire, donc à venir hypertrophier les muscles, les tendons, les ligaments, qui serviront après plus tard, qui seront, s'ils sont plus gros, peuvent devenir un potentiel de développement au niveau neurologique. Donc à quoi la programmation peut servir? Comme on l'a déjà vu un petit peu au tout début, le but c'est d'induire un stress maîtrisé sur le corps qui va créer du coup ce schéma. Donc ça sera du stress qui va créer une baisse de la capacité avec du coup une récupération qui va permettre de remonter cette capacité, et donc on aura une adaptation quand notre niveau après entraînement sera supérieur à notre niveau avant entraînement, et donc à chaque fois on vient repousser les limites de ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc c'est là où on n'a aucun stress et on a un équilibre entre le stress et la récupération, et donc on n'a pas d'adaptation. C'est un peu ça, le but c'est de rajouter à chaque fois une session d'entraînement au moment où on est au pic de l'adaptation pour recréer une courbe qui va descendre puis remonter, mais cette courbe qui descend sera toujours plus haute que notre niveau initial. Voilà. Donc, est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui peuvent progresser sans programmation d'entraînement? Alors oui, on peut vivre sans programmation d'entraînement. C'est-à-dire que parfois, on peut banaliser certains jours et se dire, là, je vais faire tel exercice, tel exercice, tel exercice. Et objectif, c'est pousser à proximité de l'échec, parce qu'on sait que c'est ça qui va pouvoir créer les adaptations. Mais on va s'adapter à la forme du jour, parce qu'on n'est pas devin, on ne peut pas prédire que telle charge à tel moment va pouvoir être tolérée, parce qu'on ne sait pas si Janine qui vient d'aller faire les courses et qui a rencontré Jacques qui l'a insulté, peut-être que là elle est dégoûtée parce qu'elle a passé une mauvaise journée, parce que son copain, ils sont plus copains ensemble,
Et ça, voilà, je suis parti un peu trop loin, mais on ne connaît pas la vie des gens. Le stress autour de l'entraînement, que ce soit au travail, dans la vie de couple, dans la vie sociale, c'est quelque chose qui peut influencer les performances. Et donc, quand je vais programmer 4 séries de 10 répétitions sur un step-up ou sur des fentes, ben peut-être que là, mon client ou ma cliente ne peut pas le tolérer à ce moment-là, et donc on ne fera pas 4 séries, on en fera 3, on ne prendra peut-être pas les mêmes charges que c'était prévu. C'était la semaine 3, on devait tout déchirer, eh ben on ne peut pas tout déchirer. On devra faire un pas en arrière pour pouvoir faire 2 pas en avant après. Donc, le but de la programmation, c'est de ne pas s'enfermer dedans, parce que ça peut être vite un piège. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ne pas programmer parce qu'on doit savoir où on veut aller et vers quel cap on veut aller et du coup quoi mettre à quel moment. Mais on ne veut pas non plus être psychorigide à dire ben là aujourd'hui je fais ça alors que ça ne correspond pas du tout à l'énergie du moment. Et donc ce sont des micro-variations qu'on doit être en capacité d'avoir, une capacité d'adaptation sur le moment, qu'on peut garder le cap et l'idée de la séance. Mais il va peut-être changer l'objectif de la séance en tant que tel, en termes d'intensité, de volume, par rapport à ce qui était prévu. Voilà. Et parfois, on peut arriver, on a quelqu'un qui a mal au genou, qui avait pas mal au genou, qui a fait une séance, qui a mal au genou la séance d'après. On ne peut pas garder les mêmes séries, répétitions, le même volume, le même temps sous tension que ce qu'on avait prévu, parce que en fait, la personne n'est pas en capacité de tolérer cette charge-là. Et donc, il faut adapter sur le moment. Et c'est là où en fait la programmation, c'est quelque chose qui reste théorique, mais qui doit être adaptable et ajustable sur le moment et sur l'instant T, en fonction du contexte. Toujours le contexte à prendre en compte. Donc on peut venir à la salle d'entraînement, ne pas avoir de programme fixe, oui, mais il faut savoir le faire correctement. Le simple fait de venir avec un programme et de répéter celui-ci plusieurs fois, on va avoir une adaptation au niveau du corps. C'est-à-dire qu'on va commencer avec une charge, on pourrait très bien commencer avec 3 séries de 8 répétitions à 100 kg, répéter ça sur plusieurs semaines. Il y a un moment donné, le 100 kg va nous paraître beaucoup plus léger et le corps va nous permettre, aura créé une adaptation et va nous permettre de mettre plus ou de faire plus de répétitions ou autre. Donc ça, c'est un effet qui est scientifique et c'est simplement qu'avec la durée et le temps, le corps va quand même créer des adaptations pour peu que le signal envoyé, donc l'intensité, le volume ou autre, soit suffisant pour créer les adaptations. Donc le simple fait de venir avec un programme ou une simple trame avec un niveau d'intensité proche de l'échec et de le répéter sans cesse va créer des adaptations qui forceront le pratiquant à progresser ou à s'autoréguler, donc en fonction des bons et des mauvais jours. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut continuer à progresser sans vraiment avoir une programmation millimétrée sur le papier, avec des microcycles, des macrocycles, des mésocycles et autres. On n'est pas obligé de passer par là. Simplement, on doit savoir, sans programmation, jouer avec différents jours d'intensité. On ne peut pas s'amuser à dire j'ai pas de programmation, je fais du développé couché tous les jours et je vais faire du développé couché tous les jours en 1 RM. Voilà. Ça marche pas. Il va falloir quand même mettre des emphases sur différentes qualités physiques parce que le corps il a besoin de récupérer. Il ne faut toujours pas oublier que notre but quand même c'est qu'on progresse quand on récupère. Et donc si on met des stimuli qui sont beaucoup trop importants, on fait cracher le corps et le corps dégringole tout le temps en performance, au final il ne peut jamais récupérer, les tissus n'ont pas le temps de se régénérer et c'est là où on va vers la blessure et c'est là où après on ne comprend pas pourquoi on a mal à l'épaule ou autre parce qu'on vient dépasser la capacité des tissus parce qu'on n'arrive pas à gérer son volume, son intensité et sa fréquence et juste à mettre d'autres en face. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Déjà, on choisit une fréquence d'entraînement. Par exemple, si on part sur du squat 3 fois semaine, on a différentes façons de faire. On peut jouer sur différentes qualités physiques, donc un jour force, un jour volume, un jour vitesse, ou on peut jouer sur différents niveaux d'intensité, c'est-à-dire qu'on peut faire un jour volume, un jour force, donc toujours pareil, mais par contre un jour récupération, avec le même pattern, ou alors on peut par exemple faire que des... alors c'est un peu plus délicat, c'est vrai que c'est pas trop fait, mais on pourrait faire que des jours force avec différents schémas de mouvement. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un jour force, mais avec, au lieu de faire un squat à la barre type back squat, on pourrait faire après des fentes, et après ça reste un même pattern de genou, mais sur de l'unilatéral, et après on pourrait faire par exemple un Zercher squat, qui va pouvoir changer un petit peu la demande neurologique, et donc on ne sera pas sensiblement sur les mêmes tissus qui vont être recrutés. Le corps a un schéma de recrutement musculaire, articulaire et autres,
toujours un peu différent en fonction de comment est-ce qu'on va placer l'écartement de ses pieds, où est-ce que la barre va être placée. Neurologiquement parlant, la demande n'est pas la même et physiologiquement parlant, les lignes de tissu utilisées ne sont pas sensiblement les mêmes en fonction de l'écartement et du niveau d'abduction ou d'adduction qu'on va avoir par exemple au niveau de la hanche, de la flexion du buste ou autre qu'on va avoir au niveau de la hanche aussi. Donc il y a tout ça qu'il faut rentrer en compte et donc on pourrait très bien faire un squat high bar, un squat low bar, un exercice squat avec 3 RM, 3 RM, 3 RM. Théoriquement, ça pourrait fonctionner. Après, c'est à tester. Il y a quand même plus de gains à avoir quelque chose où on va faire un back squat en force, par exemple. Puis après, derrière, on fait un back squat en volume, puis on fait un back squat en vitesse. Voilà. C'est plutôt quelque chose qui est plus toléré pour le corps. Et c'est d'ailleurs comme ça que Whiteside Barbell s'entraîne en fait, si on regarde, c'est qu'ils ont des jours avec des efforts maximum, des jours avec des efforts dynamiques et des jours avec des efforts répétés. Et c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous dire là. Le jour force, c'est les jours d'effort max, le jour volume, c'est les jours d'effort répétés, et le jour vitesse, par exemple, c'est le jour d'effort dynamique. Voilà. Donc on est sur juste différentes qualités physiques. Donc ensuite, on peut aussi aborder la programmation d'entraînement en fonction des différents cycles. On va avoir différents cycles d'entraînement, on aura des cycles linéaires, blocs ou ondulatoires. Le linéaire, à chaque fois, il commence avec un volume qui sera haut et une intensité qui sera basse, puis en fait, on va aller progressivement vers quelque chose qui va s'inverser avec le temps, et donc conceptuellement parlant, c'est-à-dire qu'on va commencer avec du 5 séries x 10 répétitions, puis 5 séries x 8, puis 4 séries x 8, 4 séries x 7, 4 séries x 6, 3 séries x 5, 3 x 4, 3 x 3, 3 x 2, 2 x 2, 2 x 1 et 1 x 1. Et en fait, on voit que le nombre de répétitions va diminuer au fur et à mesure. Et donc, si le nombre de répétitions diminue, ça veut dire que l'intensité qu'on va pouvoir mettre en absolu ou en relatif sera quand même plus élevée qu'un 5 x 10. Mais par contre, il faut que le volume, en tout cas le nombre total de répétitions, diminue au fur et à mesure. Donc on ne peut pas s'amuser à faire du 15 x 1 en fin d'entraînement. Dans tous les cas, ça ne serait pas tolérable avec du 95% du 1RM. Donc c'est très progressif et donc le fait de diminuer les reps, ça permet de mettre plus de charge. On a aussi par bloc. En fait, le bloc, conceptuellement, c'est la même chose que la phase linéaire. Et en vrai, on ne peut pas vraiment décorréler la phase linéaire, la phase bloc, la phase ondulatoire parce que tout comporte un peu de tout finalement. En soi, une phase linéaire, c'est simplement une phase par bloc, pardon, c'est simplement une phase linéaire avec laquelle on va couper entre et mettre des emphases. Donc par exemple, on va mettre une phase accumulation. On sait que là, on aura une emphase un peu plus sur le volume et moins sur la demande neurologique. Le but, ce sera d'augmenter la capacité de travail, améliorer sa coordination, améliorer ses capacités musculaires et donc augmenter l'hypertrophie potentiellement tendineuse parce qu'on veut plus de temps sous tension, plus de répétitions, plus de volume, plus de temps sous tension. On est un peu plus sur du tissu, moins sur du neurologique et c'est là où on peut créer des adaptations vraiment tissulaires. Donc commencer avec du 5 x 10, 5 x 8, 4 x 8, 4 x 7 et là on a notre phase d'accumulation sur 4 semaines. Et derrière, quand on va passer sur des répétitions entre 6 et 3 répétitions, on sait qu'on sera un peu plus sur des charges lourdes et donc ils vont demander de recruter un peu plus de fibres musculaires un peu plus rapides, un peu plus grosses, des fibres de type 2. Et c'est là où le signal nerveux qui va être envoyé par le cerveau va être un peu plus important et on sera un peu plus sur cette capacité à coordonner les fibres musculaires entre elles et coordonner les muscles entre eux pour développer de la force. Et à la fin, du coup, on aura un troisième bloc qui sera le bloc de réalisation qui est spécifique à ce que l'on veut faire. Donc là, je l'ai fait par exemple pour la force maximale, mais ça pourrait être très bien fait pour des sports de puissance. C'est très facile à adapter pour des sports qui n'ont qu'un pic, par exemple, où on veut être performant sur une compétition. Donc le powerlifting s'y prête très bien. Mais par exemple, le football ou le basket, là où ce sont des sports qui vont avoir peut-être 2 ou 3 compétitions, 2 ou 3 jours de match en fait, dans une même semaine. Même le rugby, où on sait qu'on a un match par semaine à chaque fois, c'est beaucoup moins adapté et c'est là où la périodisation ondulatoire, CF la transition super, est beaucoup plus adaptée parce qu'on va travailler sur différentes qualités physiques au sein d'une même semaine ou au sein de différentes semaines ou au sein de différents mois. En fait, ça dépend un petit peu. Ça peut être vraiment hebdomadaire, mensuel ou comment on peut dire daily. Par jour, c'est vraiment, on peut faire un jour la force le matin en entraînement et l'après-midi un jour la vitesse ou l'endurance. Ça fonctionne aussi très bien. Dans la réalité, en fait, on ne peut pas appliquer qu'un seul modèle. C'est juste qu'on peut onduler et on aura quand même un modèle un peu linéaire. On aura un modèle linéaire à la semaine, c'est-à-dire que je vais onduler peut-être, je sors de match le dimanche. Je sais que le lundi, je vais faire un entraînement muscu plutôt récup. Le mardi, je vais envoyer sur la force et le vendredi, je vais être envoyé sur la vitesse parce qu'on veut une décharge neurale, pas trop de fatigue accumulée au niveau des tissus, mais par contre on veut que les mecs ils soient chauds pour le match du samedi ou du dimanche.
Donc c'est comme ça que j'ai ondulé. Et je sais que mon volume, il sera peut-être un peu plus important en milieu de semaine et un peu moins important en fin de semaine. Donc ça, au final, on a une ondulation du volume, mais on a surtout une phase linéaire où le volume va monter, il va passer de récup avec volume moyen à volume plus ou moins élevé en milieu de semaine, et puis il va descendre avec une intensité un peu plus haute et une décharge neurale un peu plus importante en fin de semaine. Et en fait, on a une périodisation qui est linéaire mais ondulée sur une seule et même semaine. Donc c'est peut-être un peu compliqué. Et tout ça, on peut le rajouter dans des blocs, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'ondulatoire et du linéaire au sein d'une semaine, mais en disant, je mets quand même l'emphase sur un peu plus de volume sur cette partie-là de mon mois, sur ce mois-ci, et le mois d'après, je vais baisser le volume global de tous les entraînements pour permettre une récupération, ou parce que je sais que je vais avoir des matchs beaucoup plus importants sur le mois numéro 2 par exemple. Et c'est là où on peut derrière induire un petit peu un stress moins important. Donc voilà, ensuite il existe du coup différentes méthodes de surcharge progressive pour créer l'adaptation, et tout ça va dépendre des objectifs. Donc si par exemple je suis dans une phase d'accumulation où je veux accumuler du travail, pour accumuler je vais être obligé de faire plus de répétitions ou plus de volume à une certaine intensité donnée, et c'est là où on aura un stress qui sera un peu plus musculaire que nerveux, et ça permet de préparer le terrain, d'augmenter la base de travail pour aller induire ensuite des stress qui sont un peu plus importants et neurologiques. Il faut imaginer qu'on vient travailler d'abord la structure et la carrosserie qui permettent ensuite de tolérer des intensités un peu plus hautes. Au final, c'est comme une pyramide. Au plus la base de la pyramide est élevée, est large, au plus le sommet qu'on pourra atteindre sera élevé. Et on sera toujours bridé par cette base-là. Sauf dans des sports où les personnes sont très 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 avancées, où là la spécificité va primer et on va être obligé d'être un peu plus important et plus précis dans son choix d'exercice et dans comment est-ce qu'on va agencer les intensités pour ne pas désentraîner l'athlète avancé à ce qu'il a besoin de faire en fait en compétition. Donc voilà, même si je suis convaincu que faire des allers-retours un peu vers d'autres qualités physiques qui sont sous-développées parce qu'on est ultra spécifique, ça peut toujours être pertinent. On peut voir souvent aussi que maintenant on a l'hyperfréquence, mais pourquoi est-ce qu'on utilise l'hyperfréquence? C'est-à-dire qu'on va voir des powerlifters qui vont s'entraîner 6 fois par semaine sur du squat, bench et deadlift. Okay, donc ça c'est des choses qui arrivent maintenant de plus en plus parce qu'en fait, leur sport, c'est le squat, le bench, deadlift. Et donc, ils veulent développer plus la partie skills qui va leur permettre de fixer un schéma de mouvement et qui va leur permettre d'être beaucoup plus efficients sur le mouvement. Mais ils sont obligés de jouer avec le nombre de qualités physiques et comment est-ce qu'ils vont travailler ce squat sur les qualités, sur les différentes qualités physiques ou sur des patterns légèrement différents, peut-être en écartant un peu plus les pieds, en mettant des cales cyclistes pour travailler un peu plus sur les quads, en mettant du front, en mettant un high bar, en jouant sur la barre, toujours en travaillant sur un pattern de squat, mais en étant un peu plus différent sur les niveaux de fibres musculaires qui seront utilisés. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour ça. J'espère que ça vous a plu, que je réussirai à en tirer un petit peu des faits qui sont intéressants pour Instagram. N'hésitez pas à me suivre, à partager, liker. Je suis content d'avoir pu faire ça. Je sais pas combien de temps ça m'a pris sur la vidéo, mais on verra bien, écoutez. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter, comme je vous ai dit, ça fait très plaisir. J'espère que ce que je vous apporte, c'est quelque chose qui vous sera utile dans vos entraînements. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions, parce que ça pourra me donner de la matière pour répondre dans de prochaines vidéos. Et même ça me permet de me casser la tête, de réfléchir et d'essayer de vous apporter des solutions à vos problèmes. Salut!